Français, échéance des contrats de concession autoroutière. Les contrats de concession historiques sont très anciens, conclus entre la fin des années 1950 et le début des années 1970 entre l'État et des entités publiques qui n'ont pas été révisés lors de la privatisation de 2006. Là, la principale origine du déséquilibre qui s'est instauré entre l'État concédant et les sociétés concessionnaires. La faiblesse principale des contrats tient en effet à leur durée, entre 64 et 75 ans, après une série de prolongations. Or, il est irréaliste d'envisager pouvoir sérieusement anticiper, sous des durées si longues, l'évolution de paramètres aussi incertains que le trafic poids lourd, l'inflation ou encore les taux d'intérêt. De telles durées induisent par ailleurs nécessairement de procéder à des modifications par avenant. Or, les négociations de ces avenants, principalement car elles ne sont pas encadrées par la pression concurrentielle, placent l'État concédant dans une situation de faiblesse et tournent systématiquement à l'avantage des sociétés d'autoroutes. Le déséquilibre inhérent à cette situation a été accentué par un suivi économique et financier des contrats en cours quasi inexistant. À l'heure actuelle, aucun suivi ex post de la réalisation effective des hypothèses prévues dans les plans d'affaires initiaux n'est réalisé par l'État concédant et la DGITM estime qu'il serait superfétatoire. Le ministère de l'Économie et des Finances a fini par développer en 2023 une capacité autonome de suivi de la rentabilité des concessions autoroutières, toutefois encore insuffisante. La rentabilité des concessions peut être mesurée par deux indicateurs principaux, le taux de rentabilité interne projet ou le TRI actionnaire. Le premier est utilisé notamment par l'autorité de régulation des transports, mesure la rentabilité intrinsèque de la concession sans prendre en compte les stratégies de financement adoptées par les actionnaires. Le TRI actionnaire mesure quant à lui la rentabilité financière réelle des concessions pour les actionnaires des entreprises d'autoroutes en intégrant notamment d'éventuels gains liés au refinancement des dettes associées à ces concessions. Compte tenu des volumes de dettes significatifs qu'ils accompagnaient au moment de la privatisation, des volumes majorés ensuite par le recours à l'emprunt qui a servi à financer l'acquisition des actions des entreprises d'autoroutes historiques, dans les faits, les concessions sont devenues d'énormes objets financiers. L'optimisation de la gestion de la dette colossale associée à ces concessions est ainsi devenue le principal facteur d'accroissement de la rentabilité des entreprises d'autoroutes. Aussi, de toute évidence, et en dépit de ce que certaines d'entre elles peuvent affirmer, le TRI actionnaire est bien celui qui intéresse au premier chef les entreprises d'autoroutes et leurs actionnaires. La commission d'enquête sénatoriale de 2020, puis un rapport de l'Inspection générale des finances, du Conseil général de l'environnement et du développement durable en 2021 ont conclu que le TRI actionnaire prévisionnel des concessions détenues par les groupes Vinci et Eiffage pourrait être très significatif et supérieur aux estimations réalisées en 2006. Le nouveau modèle de suivi de la rentabilité des concessions d'autoroutes développé par le ministère chargé de l'économie et des finances en 2023 confirme ces analyses. L'ART, qui analyse la rentabilité des concessions sous l'angle des TRI projets, note également une amélioration prévisionnelle de l'équilibre économique des contrats de concession. Si cet écart reste faible en point de pourcentage, l'ART souligne que les montants qui recouvrent n'en sont pas moins conséquents en valeur absolue et pourraient représenter jusqu'à 40 milliards d'euros de revenus supplémentaires pour les entreprises d'autoroutes. Pour autant, malgré son ampleur, l'ART considère que cet écart apparaît compatible avec les aléas normaux d'une concession et qu'en cela, il ne traduirait pas une rentabilité excessive des concessions. La surperformance financière de certaines sociétés
d'autoroutes s'expliquerait essentiellement par les gains de refinancement qu'elles ont réalisés en optimisant la gestion de leurs dettes dans un contexte de réduction historique des taux d'intérêt. Par ailleurs, les résultats des concessions occupent souvent une part considérable dans les bénéfices réalisés par les groupes actionnaires des entreprises d'autoroutes. Ainsi, à titre d'exemple, en 2023, l'activité de la filiale Vinci Autoroute ne représentait que 9% du chiffre d'affaires du groupe Vinci, mais dans le même temps 43% de son résultat net. Il convient cependant d'observer que l'État lui-même a profité de la hausse du chiffre d'affaires des autoroutes dans la mesure où il capte en moyenne 36% des péages via la fiscalité. Malgré le constat d'une amélioration vraisemblablement significative de la rentabilité des concessions autoroutières, l'analyse développée par le rapport de l'IGF et du CGEDD comme un avis du Conseil d'État du 8 juin 2023 souligne les risques juridiques manifestement excessifs pour l'État d'une décision de résiliation unilatérale anticipée de certaines concessions. En effet, le Conseil d'État souligne notamment que le transfert des risques économiques aux concessionnaires, qui inclut le risque de taux, doit jouer également dans le cas d'évolutions favorables à ce dernier. Aussi, plutôt que d'envisager une très hypothétique fin anticipée des concessions historiques actuelles, il est plus raisonnable de se concentrer sur ces procédures à conduire d'ici à leur échéance et sur la définition d'un nouveau modèle de gestion des autoroutes à cet horizon, sachant que la première concession arrivera à échéance en 2031. À l'expiration d'une concession, les biens de retour qui composent la quasi-intégralité de son patrimoine reviennent à l'État. Les contrats prévoient que les concessionnaires supportent à ses frais exclusifs tous les investissements nécessaires à la remise de ces biens en bon état d'entretien. Les contrats des concessions historiques se limitaient à cette expression sibyline sans lui donner deux définitions. Or, l'autorité de régulation a souligné dans ses rapports que le bon état des biens de retour sans aller jusqu'à l'état neuf pouvait revêtir plusieurs acceptions plus ou moins exigeantes. Alors qu'en 2020, l'ART, comme la commission d'enquête du Sénat, appelait l'État à combler de façon urgente cette lacune en déterminant sa doctrine en la matière. Beaucoup de retard a été accumulé. Aujourd'hui, compte tenu des échéances, l'État concédant se retrouve dos au mur pour définir cette doctrine si fondamentale dans la procédure de fin des concessions. Dans ces conditions, le risque est grand qu'il retienne une approche insuffisamment protectrice de ses intérêts patrimoniaux. Pourtant, en la matière, les stipulations contractuelles confèrent à l'État des prérogatives de puissance publique exceptionnelles. En effet, c'est à lui de fixer le niveau d'exigence relatif à l'état de restitution des infrastructures et de notifier aux entreprises d'autoroutes de programmes de travaux nécessaires. Si la remise en état des chaussées ne semble pas poser de difficultés grâce à la création d'un nouvel indicateur de suivi de l'état de leur structure, il en va tout autrement des ouvrages d'art. Ainsi, l'enjeu principal de la définition de la doctrine du bon état porte sur les ouvrages d'art dits évolutifs. Il s'agit d'ouvrages qui ne posent pas de problème de sécurité immédiat, mais sont susceptibles de voir leur structure se dégrader de façon accélérée, exigeant alors des travaux de remise en état coûteux. Ces ouvrages évolutifs représentent un quart du total des ouvrages d'art du réseau concédé pour des enjeux financiers liés aux travaux de remise en état de moins 1 milliard d'euros selon l'ART, pour qui une lecture exigeante des contrats devrait permettre que l'essentiel, voire la totalité des ouvrages évolutifs soit traités d'ici à la fin des concessions. Malheureusement, aujourd'hui, le rapporteur ne cache pas sa très vive préoccupation sur cette question. En effet, en dépit des prérogatives qu'il détient et au détriment de ses intérêts patrimoniaux, l'État concédant s'apprête à mettre en application une doctrine bien moins exigeante
que les recommandations faites par le régulateur avec lequel il est en profond désaccord. L'État concédant accepterait ainsi de se voir remettre des infrastructures dont il sait que seulement quelques années plus tard, elles devront faire l'objet de lourds travaux de remise en état. Le rapporteur observe que cette définition du bon état retenue par l'État concédant a de quoi surprendre. Comme il le redoutait, l'État craint par-dessus tout que les entreprises d'autoroutes n'engagent des contentieux au long cours, quitte à sacrifier une part de ses intérêts patrimoniaux. L'État concédant est avant tout soucieux de parvenir à un accord avec les entreprises d'autoroutes. Le rapporteur tient à rappeler que dans cette phase décisive, l'État n'est pas sur un pied d'égalité avec les entreprises d'autoroutes. Les prérogatives de puissance publique dont il dispose ne devraient pas être négociables et ce dernier se doit de les défendre, le cas échéant, devant le juge. Cette perspective ne doit pas l'intimider, comme il semble que ce soit le cas aujourd'hui. L'État concédant a pris du retard dans la préparation des procédures de fin des concessions, une phase qui a déjà commencé et qui se prolongera sur 5 ans d'ici à la notification du programme de travaux de la dernière des 7 concessions historiques. Il se retrouve aujourd'hui dans une situation inconfortable, mis sous la pression de délais très contraints, puisqu'il doit notifier d'ici à la fin de l'année le programme de travaux de la première concession arrivant à échéance, celle de l'entreprise SANEF. Or, l'approche qui sera adoptée pour la première concession sera largement irréversible et déterminera la teneur des procédures d'expiration des 6 autres concessions historiques. Aujourd'hui, la DGITM s'est mise en ordre de bataille, mais ses effectifs habituels ne sont bien entendu pas dimensionnés pour faire face au pic d'activité considérable que représentent les opérations de fin des concessions historiques. Elle doit ainsi fortement solliciter la communauté technique publique, en particulier le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, CEREMA, mais aussi des bureaux d'études privés. Bien qu'incontournable, la mobilisation de ces bureaux privés ne va pas sans poser certaines difficultés. Premièrement, puisqu'ils travaillent habituellement pour les entreprises d'autoroutes, il convient de s'assurer de leur indépendance. Deuxièmement, les premiers travaux réalisés présentent des défauts de fiabilité, en particulier du fait des fragilités et au manque d'harmonisation des pratiques de la filière. D'ici à la fin des concessions, l'État concédant doit traiter une autre problématique méconnue mais dont les enjeux financiers sont potentiellement extrêmement significatifs, celle des investissements dits de seconde génération. Il s'agit d'opérations d'investissement prévues dans les contrats et financées par les péages mais non réalisées à ce jour par les entreprises d'autoroutes et qui correspondraient, selon un premier recensement réalisé par l'ART, à 37 élargissements représentant environ 1000 km de linéaire, soit plus d'un dixième du réseau. Il s'agit désormais de vérifier opération par opération celles qui ont été intégrées dans l'équilibre financier des contrats et donc déjà financées par les péages. D'après des éléments qu'a pu recueillir le rapporteur, ces investissements pourraient, selon les avis, représenter de 1 à 5 milliards d'euros. Il est probable que la réalisation de nombre de ces investissements ne serait plus pertinente. C'est d'ailleurs vraisemblablement la raison qui explique qu'il n'a jamais été exécuté. Il n'en demeure pas moins que s'il n'était jamais réalisé, de tels investissements constitueraient un avantage financier indu pour les entreprises d'autoroutes. Aussi, le rapporteur recommande-t-il à l'État de réaliser sans délai un recensement de l'ensemble des investissements prévus dans les contrats de concession et déjà financés par les péages, puis de s'assurer qu'ils soient effectivement réalisés par les concessionnaires ou, le cas échéant, remplacés par d'autres investissements plus pertinents, notamment en lien avec la
en lien avec la transition écologique des infrastructures autoroutières. La gratuité, un piège démagogique à éviter. L'un des préalables à toute réflexion sur le modèle de gestion du patrimoine autoroutier consiste à déterminer le modèle de financement des infrastructures autoroutières. Deux alternatives sont possibles. Un financement par l'usager à travers les péages selon une logique d'utilisateur-payeur, ou bien un financement par l'ensemble des contribuables à travers le budget de l'État. Pour le rapporteur, aussi attractive soit-elle, au premier abord, la gratuité constitue un piège aux conséquences en chaîne aussi étendues que néfastes pour le réseau autoroutier, mais plus largement pour la transition écologique du secteur des transports dans son ensemble. Elle suppose en effet une charge pesant sur les contribuables qui seraient amenés à financer les autoroutes en lieu et place des usagers. Un transfert financier massif des contribuables français au bénéfice des transporteurs routiers et touristes étrangers, qui empruntent chaque année le réseau autoroutier national et qui de fait ne contribuerait plus à son entretien. Une perte de recettes fiscales massive pour l'État conjuguée à une augmentation de ses dépenses. Le risque d'enclencher une spirale de dégradation rapide et irrémédiable de l'état des infrastructures autoroutières, eu égard notamment au contre-exemple du réseau routier national non concédé, dont l'état est aujourd'hui très préoccupant. Un inévitable report modal inversé au détriment du transport ferroviaire et des transports collectifs urbains. Parmi les options envisageables, le modèle concessif présente d'indéniables atouts. Dans le cadre des réflexions sur le futur modèle de gestion des autoroutes, trois options principales s'offrent à nous. La gestion en régie par l'État, les marchés de partenariat, les anciens partenariats public-privé ou PPP, ou le modèle concessif. Le système de régie et des marchés de partenariat pourrait notamment s'accompagner de la création d'un nouvel établissement public qui gérerait l'ensemble des réseaux routiers et autoroutiers nationaux. Pour le rapporteur, la gestion en régie serait une fausse bonne solution, tant elle présente de défauts, risques financiers portés par l'État, augmentation des dépenses, des emplois et de la dette publique, des incitations à la performance, fragilisation de la légitimité du principe d'utilisateur-payeur, et par voie de conséquence, un risque accru sur l'état d'entretien des infrastructures. Les marchés de partenariat sont quant à eux très peu utilisés à ce jour dans le domaine des infrastructures de transport et se traduiraient aussi par une augmentation des dépenses et de la dette publique. Le rapporteur estime en revanche que le modèle concessif ne doit pas être sacrifié sur l'autel des défaillances manifestes des contrats historiques. Aussi préconise-t-il que le futur modèle autoroutier s'appuie sur un système de concession très profondément réformé. Ce choix ne générerait pas d'augmentation des dépenses, des emplois et de la dette publique. Ce système permet à l'État de se voir remettre à titre gratuit et en bon état d'entretien des infrastructures dont la construction a été couverte sur fonds privés. En outre, le système concessif permet d'asseoir la légitimité d'un modèle de financement vertueux de type utilisateur-payeur, qui sécurise les investissements dans l'entretien des infrastructures, un gage essentiel de maintien en bon état du réseau. Profondément réformé et rééquilibré au bénéfice de l'État et des usagers, le nouveau système devra s'appuyer sur des concessions beaucoup plus courtes de 15 à 20 ans, recouvrant des périmètres géographiques revus
et dont les paramètres économiques et financiers précisément définis feront l'objet d'un encadrement, d'un suivi approfondi, ainsi que d'une révision quinquennale de façon à prévenir le phénomène de surrentabilité. En outre, pour sortir du tête-à-tête technique entre le DGITM et les entreprises d'autoroutes, et afin d'insuffler une dimension économique et financière plus affirmée dans les opérations relatives aux concessions, un nouveau modèle de gouvernance devra prévoir une association beaucoup plus forte des services des ministères économiques et financiers, à travers une participation à la fois plus poussée et plus formalisée, ainsi qu'une intervention bien plus en amont des procédures. Aujourd'hui, moins de 15% du chiffre d'affaires généré par l'exploitation des autoroutes, c'est-à-dire les péages, est affecté au financement des infrastructures de transport via l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, alors que d'une part, l'état de nombreuses infrastructures de transport tend à se dégrader, en particulier les réseaux routiers non concédés, et que d'autre part, les besoins d'investissement nécessaires à la transition écologique des mobilités sont considérables. Le contexte budgétaire contraint empêche les pouvoirs publics de dégager des modèles de financement pérennes. Aussi est-il essentiel que l'État se saisisse de l'occasion offerte par l'expiration des concessions historiques. Moyennant les incertitudes qui entourent encore les enjeux de décarbonation et d'adaptation au changement climatique dans le futur, et sans anticiper la nécessaire construction partagée d'une stratégie routière de long terme, il apparaît à ce jour vraisemblable que, compte tenu de la maturité du réseau, les investissements à venir dans les autoroutes seront inférieurs à ceux qui ont prévalu dans le cadre des contrats historiques. Aussi, en maintenant les recettes de péage à leur niveau actuel, il pourrait être possible d'en affecter une part bien plus substantielle aux enjeux des mobilités dans leur ensemble. Cette manne pourrait non seulement permettre d'enrayer la dégradation inquiétante des infrastructures routières non concédées, mais aussi plus largement contribuer au financement des infrastructures ferroviaires, ainsi que des transports en commun du quotidien. Le rapporteur tient à souligner que parce qu'elles sont éminemment structurantes pour l'avenir de nos mobilités, l'ensemble des réflexions relatives au devenir du réseau autoroutier et plus largement à la stratégie de long terme des infrastructures routières ne peuvent pas être restreintes à un dialogue entre les services de l'État et quelques experts. Ces questions majeures doivent nécessairement être discutées dans le cadre d'une grande concertation élargie à l'ensemble des parties prenantes, incluant notamment les collectivités locales, les usagers, les professionnels, etc. Cette concertation devra notamment porter sur le nouveau modèle et l'avenir des autoroutes, sous sa gouvernance, le périmètre des concessions, sous les enjeux de décarbonation des réseaux, ainsi que sur les investissements nécessaires à celles-ci. Recommandation 1. S'agissant de la remise en état des infrastructures autoroutières aux frais des concessionnaires, l'État concédant doit user de toute la plénitude de ses prérogatives de puissance publique en fixant dans le cadre des indicateurs techniques spécifiquement conçus à cette fin des cibles techniques exigeantes pour la remise en état des différents types de biens desquels résulteront les programmes de travaux notifiés aux sociétés d'autoroutes, imposant aux entreprises concessionnaires des obligations de résultats pour la remise à niveau des biens de retour à l'expiration des contrats, exigeant la remise en bon état de l'ensemble des ouvrages d'art évolutif avant l'expiration des concessions historiques,
Recommandation 2, exiger des entreprises concessionnaires d'autoroutes des données beaucoup plus précises et détaillées, notamment relevant de l'historique et des indicateurs internes de suivi en termes de maintenance et d'entretien courant des infrastructures. Recommandation 3. Améliorer la qualité des prestations produites par les bureaux d'études privés dans le domaine des infrastructures autoroutières en créant des qualifications et des certifications professionnelles dédiées. Définissant et harmonisant le contenu de certaines prestations sensibles, généralisant le recours à l'intelligence artificielle, affinant les diagnostics de l'état des ouvrages d'art. Recommandation 4. Veiller à garantir l'indépendance réelle des bureaux d'études auxquels auront recours les services de l'État dans le cadre des procédures d'achèvement des concessions historiques et à éviter tout risque de conflit d'intérêts. Recommandation 5. La notification aux sociétés d'autoroutes des programmes d'entretien et de rénovation devra prendre la forme d'un avenant à leur contrat soumis aux avis de l'ART et du Conseil d'État qui veilleront à ce que les intérêts de l'État aient été pleinement défendus dans le cadre de cette procédure. Recommandation 6. En amont de l'échéance des contrats, l'État devra réaliser une vérification exhaustive et rigoureuse de la réalisation effective de l'ensemble des travaux prévus dans le cadre des programmes de travaux, mais aussi un contrôle par sondage des opérations d'entretien et de maintenance courantes effectuées au cours des dernières années de chaque concession. Recommandation 7. Réaliser un recensement précis de l'ensemble des investissements prévus dans les contrats de concession et déjà financés par les péages, puis s'assurer qu'ils soient effectivement réalisés par les concessionnaires ou le cas échéant remplacés par d'autres investissements plus pertinents, notamment en lien avec la transition écologique des infrastructures autoroutières. Recommandation 8. Au terme des contrats historiques, instaurer un modèle concessif autoroutier profondément réformé et rééquilibré au bénéfice des usagers et des intérêts patrimoniaux de l'État. Recommandation 9. Construire le nouveau modèle concessif sur la base de concessions plus courtes faisant l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. Recommandation 10. Définir précisément les paramètres économiques et financiers des nouvelles concessions, en assurer un suivi continu, approfondir de façon à prévenir les phénomènes de surrentabilité. Recommandation 11. Demander à l'ART de réaliser et de rendre publique une étude visant à objectiver les critères susceptibles d'éclairer une éventuelle révision du périmètre géographique des concessions actuelles. Recommandation 12. À travers une nouvelle gouvernance intégrant les services des ministères économiques et financiers, en amont du lancement des appels d'offres et des négociations d'avenants, puis tout au long des procédures, renforcer le rôle de l'État par une approche interministérielle de la négociation et du suivi juridique, économique et financier des contrats de concession d'autoroutes. Recommandation 13. Organiser une large consultation de l'ensemble des acteurs concertés, État, collectivités locales, experts, professionnels, etc., sur l'avenir des autoroutes qui devra notamment débattre du périmètre des concessions, des enjeux de décarbonation des réseaux et des investissements nécessaires à celles-ci. Recommandation 14. Après l'expiration des concessions historiques, dans le cadre fixé par le droit européen, maintenir le niveau actuel des recettes issues de l'exploitation des autoroutes et en affecter la part excédant les besoins d'entretien et de maintenance des réseaux autoroutiers au financement des principaux enjeux de mobilité et de sa transition écologique.
Les services de la Direction générale des infrastructures de transport et des mobilités, et plus particulièrement la sous-direction des financements innovants et du contrôle des concessions autoroutières, dite FCA, incarnent l'État concédant et sont en première ligne en ce qui concerne le suivi technique et juridique des contrats ainsi que les négociations avec les entreprises d'autoroutes et le contrôle de leurs obligations. Les services des ministères économiques et financiers interviennent plus ponctuellement en soutien de la DGITM dans le cadre des procédures de mise en concurrence, de nouvelles concessions ou parfois dans les procédures générales de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et conjointement responsable du contrôle annuel des hausses de tarifs de péage. En 2015, il a été décidé d'instaurer une régulation indépendante du secteur autoroutier concédé, confiée à l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ARAFER, devenue l'autorité de régulation des transports, ART, en 2019. Elle est concrétisée par les dispositions de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Puisqu'au titre de l'article L122-7 du Code de la voirie routière, le régulateur est chargé de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. Il rend à ce titre des avis simples sur les projets de contrat de nouvelles concessions ou d'avenants à des concessions en cours à condition que ces derniers aient une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la concession. Ces avis sont publics et interviennent avant l'examen de ces projets par le Conseil d'État, qui peut ainsi en tenir compte dans le cadre de son instruction. Dans le cadre de ses missions, l'ART doit également publier des études approfondies relatives au modèle économique des entreprises d'autoroutes et à son suivi, notamment s'agissant des prévisions de rentabilité des concessionnaires. Ces tâches sont prévues à l'article L122-9 du Code de la voirie routière. Celui-ci dispose ainsi que l'autoroute de régulation des transports établit au moins une fois tous les 5 ans un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation. L'autorité de régulation des transports établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement. En outre, l'autorité de régulation des transports assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession. L'ART contrôle également les procédures de passation des marchés de travaux, de fourniture ou de services et des contrats d'exploitation des sous-concessions, aires de repos et de services par les concessionnaires d'autoroutes. Les contrats de concession régissent l'environnement juridique qui préside à la vie des concessions et encadrent les relations entre l'État concédant et les entreprises concessionnaires. Aussi, leur contenu, leurs clauses, la façon dont ils sont rédigés, leur précision, le caractère plus ou moins équivoque de la formulation de leurs différents articles constituent des éléments absolument déterminants s'agissant des rapports et de l'équilibre entre les parties à ces contrats. Leur importance se trouve même exacerbée par la durée extrêmement longue des concessions autoroutières. Or, comme mentionné dans les développements supra, les contrats des concessions historiques sont très anciens, conclus entre la fin des années 1950 et le début des années 1970. Ils n'ont pas été révisés au moment de l'ouverture du capital puis de la privatisation des entreprises d'autoroutes. Ce paramètre semble être la principale origine
du déséquilibre souvent dénoncé entre l'État concédant et les entreprises concessionnaires. Il s'explique par le fait que ces contrats avaient été rédigés dans un environnement très différent de celui qui a émergé depuis la privatisation de 2006. Destiné à rester exclusivement cantonné au sein de la sphère publique, il avait vocation à formaliser les rapports entre l'État concédant et les entreprises concessionnaires à capitaux publics. Leurs clauses et la façon dont elles avaient été rédigées n'avaient en aucun cas été envisagées à l'origine dans la perspective de régir de façon précise et équilibrée les relations juridiques entre d'un côté l'État garant du patrimoine public que constitue le réseau autoroutier et de l'autre des entités privées dont la vocation est de réaliser du profit. Lors de leur audition par le rapporteur, les auteurs d'un rapport co-signé en 2021 par l'Inspection générale des finances et l'ancien Conseil général de l'environnement et du développement durable ont souligné le caractère asymétrique de ces contrats qui ont contribué à désarmer l'État. Face aux entreprises concessionnaires à ce sujet, la commission d'enquête du Sénat précitée considérait quant à elle que le concédant reste prisonnier des contrats très anciens qui n'ont été aménagés tardivement qu'à la marge. Il précisait que cette situation avait placé l'État dans une situation de faiblesse structurelle à l'endroit des entreprises concessionnaires dans la mesure où l'arrivée d'actionnaires privés allait modifier le positionnement de l'État vis-à-vis des entreprises concessionnaires. Devant cette même commission, M. de Villepin, Premier ministre au moment de la privatisation, avait reconnu que peut-être aurait-il fallu revoir alors le cahier des charges et les contrats eux-mêmes. La faiblesse principale des contrats de concession historique tient à leur durée. Alors qu'il était initialement prévu qu'ils s'achèvent au bout de 35 ans après avoir été maintes fois prolongés, cet contrat historique prévoit désormais des durées comprises entre 64 ans et 75 ans. Lors de son audition par le rapporteur M. Bernard Roman, qui fut président de l'ART entre 2016 et 2022, a considéré qu'il était délirant de fixer dans des contrats si longs des paramètres aussi incertains sur le long terme que le trafic poids lourd, l'inflation ou l'évolution des taux d'intérêt. Entendus par le rapporteur, les auteurs du rapport commun de l'IGF et du CGEDD de 2021 ont également souligné à quel point il était aberrant de figer dans des contrats pour des durées de plus d'un demi-siècle et sans prévoir de clauses de revoyure des paramètres impossibles à anticiper de façon sérieuse. Pour des périodes aussi longues, il va de soi qu'une telle situation conduit les entreprises concessionnaires à exiger des rémunérations élevées pour couvrir de telles incertitudes et les risques qui en résultent. Ce phénomène a été amplifié par les allongements successifs des contrats de concession négociés en compensation de la réalisation d'investissements nouveaux. Dans leur rapport de 2021, l'IGF et le CGEDD dressaient un bilan particulièrement critique de ces allongements qui exposaient davantage le concédant au risque de surcompensation des concessionnaires. La compensation par prolongement de concession est une méthode à la fois difficile à défendre dans son principe et excessivement sensible aux hypothèses de calcul. Pour cette même raison, dès 2013, la Cour des comptes avait recommandé de ne plus compenser les investissements nouveaux par des prolongations des contrats, mais exclusivement par des augmentations tarifaires. Désormais, depuis l'adoption de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, le code de la voirie routière ne permet plus de financer des avenants par une augmentation de la durée des concessions. Des durées si longues induisent nécessairement de procéder à des modifications par avenant des contrats au cours de la durée de vie des concessions. En effet,
Sous de telles périodes de temps, il n'est pas possible d'anticiper les évolutions de la conjoncture économique, des technologies, des besoins de mobilité ou encore des priorités politiques qui sont susceptibles d'affecter la structure et l'usage d'infrastructures de transport aussi centrales et stratégiques que les autoroutes. Au gré de ces évolutions et de l'émergence de nouveaux besoins, l'État concédant et les entreprises concessionnaires se retrouvent ainsi pour négocier des avenants de gré à gré. Or, ces négociations, principalement car elles ne sont pas encadrées par la pression concurrentielle qui agit lors du renouvellement en bonne et due forme d'une concession, place l'État concédant dans une situation de faiblesse face aux entreprises concessionnaires. Cette fragilisation de la position de l'État concédant, qui résulte de la durée extrêmement longue des concessions, est régulièrement mise en exergue par la RT, qui en est venue à considérer que la réduction des durées de concession est un impératif absolu. Ainsi, en réponse au questionnaire du rapporteur, la RT a adressé le constat suivant. Il est évident qu'il est difficile de concevoir un contrat adapté à toutes les circonstances ou une telle durée. Le concédant se trouve donc contraint de renégocier régulièrement le contrat avec le concessionnaire en place, en étant pénalisé à la fois par des asymétries d'information et de négociation que l'appel à la concurrence permet de limiter au stade du renouvellement des contrats. Lors de la négociation d'avènement, la faiblesse de la position de l'État est exacerbée. Pour prévoir de nouveaux travaux, notamment dans le cadre des contrats de plans quinquennaux, mais également de plans d'investissement ponctuels, tels que le plan de relance autoroutier de 2015 ou le plan d'investissement autoroutier de 2017, les contrats de concession historiques ont ainsi été modifiés à de très nombreuses reprises de gré à gré par voie d'avenant. Ces modifications prévoient la réalisation d'investissements qui n'étaient pas prévus par les contrats d'origine ainsi que leurs modalités de financement, qui ont pu se traduire soit par des allongements de la durée des concessions, soit par des augmentations de péage. La négociation de ces avenants place l'État concédant dans une situation inconfortable face aux concessionnaires en place. Ce constat est essentiellement dû au fait que cette négociation se déroule dans un champ de la régulation économique spontanée, résultant de la mise en concurrence qui intervient en cas de renouvellement d'une concession. Dans ce contexte, l'inévitable asymétrie d'information entre le concédant et la société concessionnaire, qui dispose de l'expérience de la gestion quotidienne des infrastructures autoroutières concernées, ainsi que de l'ensemble de l'historique des données relatives à leur exploitation, n'est pas atténuée par le jeu de la concurrence entre plusieurs candidats. L'ART souligne avec constance les conséquences économiques néfastes pour le concédant et les usagers de la pratique des avenants. L'autorité affirme à ce titre que c'est un fait avéré et maintes fois documenté. Les négociations avec les concessionnaires tournent souvent en défaveur du concédant. Elle en conclut qu'aujourd'hui, la principale difficulté du modèle concessif porte sur les conditions de négociation des avenants. L'ART a notamment mis en exergue auprès du rapporteur les enjeux financiers significatifs de ces négociations, de gré à gré, dans lesquelles l'État se présente en situation de fragilité. Les avenants portent sur des montants financiers significatifs entre 2016 et 2022. Le concédant a conclu 17 avenants à des contrats de concession correspondant à une hausse cumulée de 1,7 milliard d'euros des péages. Ce sont donc 1,7 milliard d'euros qui, par construction, ont été négociés de gré à gré sans recours à un appel d'offres. Par un manque de données comparatives de référence, estimation du coût total des entreprises concessionnaires, un paramètre fondamental
dans la détermination des paramètres économiques des contrats de concession et de leur avenant est une opération complexe. Cette réalité conjuguée au déséquilibre inhérent à la négociation des avenants a conduit à ce que les taux de rentabilité interne accordés aux entreprises concessionnaires dans le cadre de ces accords de gré à gré se sont avérés systématiquement supérieurs aux estimations initiales de l'État et plus encore de niveaux de rémunération reflétés par les marchés. Le taux de rentabilité interne, TRI. Le taux de rentabilité interne, TRI, peut être défini comme une mesure de la rentabilité d'un investissement qui s'appuie sur les flux de trésorerie qu'il génère. Plus précisément, il consiste en une mesure de la rentabilité d'un investissement consistant à ramener l'ensemble des flux de trésorerie sur toute la durée de vie de celui-ci à un rendement annuel. Il est utilisé en amont de la décision d'investir pour évaluer la pertinence de celle-ci. En 2020, une étude réalisée par deux chercheurs de l'école des hautes études commerciales du Nord de EDEC montrait qu'entre 2005 et 2020, le coût moyen pondéré des capitaux CMPC pour le secteur autoroutier en France avait diminué de façon régulière pour s'établir à 2,28% sur la période de 2015 à 2020. Or, le rapport de l'IGF et du CGEDD de 2021 constatait qu'en 2016, les nouveaux investissements prévus par avenant au contrat de concession historique ont été négociés à des taux de rentabilité interne, compris entre 5% et 6%. Un tout petit peu plus tôt, dans le cadre du plan de relance autoroutier de 2015, qui avait fait l'objet de premiers accords avec les entreprises d'autoroutes dès 2013. Des TRI avoisinant les 7,7% avaient alors été retenus, soit des taux supérieurs à la fourchette initialement envisagée par l'État, qui se situait entre 6% et 7%, quand les SCA réclamaient quant à elles des TRI de 8% à 9,5%. En 2020, la commission d'enquête du Sénat n'avait pas manqué de s'interroger sur les raisons qui avaient alors poussé l'État à négocier des TRI si avantageux pour les entreprises d'autoroutes. Dans un référé date de 2019, la Cour des comptes s'était elle aussi émue des compensations financières qu'elle jugeait bien trop avantageuses, obtenues par les sociétés concessionnaires d'autoroutes dans le cadre du plan de relance autoroutier. Dans ce plan, elle avait même alors identifié des opérations d'investissement qui étaient en définitive déjà incluses dans les cahiers des charges des concessionnaires, et donc déjà financièrement compensées. Dans ce même référé, la Cour des comptes observait que le TRI de 5,9% in fine retenu dans le cadre du plan d'investissement autoroutier de 2017 démontrait que les taux de rentabilité relatifs au plan de relance autoroutier conclu 2 ans auparavant étaient manifestement trop élevés. Au début des négociations du plan d'investissement autoroutier, les services de l'État estimaient qu'un TRI avoisinant les 4% constituerait une rémunération raisonnable. Il envisageait cependant la possibilité de le porter au maximum à 5%. De leur côté, les entreprises d'autoroutes exigeaient des TRI compris entre 7 et 8%. À l'issue des négociations, la DGITM et les SCA s'étaient accordés sur un TRI de 6%, c'est-à-dire un niveau très supérieur à celui correspondant à une rémunération raisonnable telle qu'elle avait été estimée par l'État, et dépassant même très largement le plafond maximum que s'était fixé ce dernier. Pour la commission d'enquête du Sénat,
Ce scénario, qui s'est répété à plusieurs reprises, venait confirmer l'hypothèse d'un rapport de force structurellement favorable au SCA. Saisi, l'ART a recommandé d'abaisser le TRI à 5,6%. Finalement, après une reprise des négociations, la DGITM et les SCA retiendront un taux de 5,9%. Revenant sur les TRI négociés dans le cadre des plans de relance et d'investissement autoroutier de 2015 et 2017, auditionné en 2020 devant la commission d'enquête du Sénat, Daniel Vasseur, conseiller référendaire à la Cour des comptes, livrait l'analyse suivante. Nous sommes passés de 8% à 6%, une différence qui ne justifiait pas l'écart de date, car les taux d'intérêt n'ont pas baissé dans une telle proportion. Dans ce laps de temps, l'ART a ensuite obtenu un abaissement de 6% à 5%. Ce taux reste pour autant supérieur aux 4% correspondant au taux officiel d'actualisation des collectivités publiques. Dans ces conditions, le rapport de l'IGF et du CGEDD précitait observer que la négociation du TRI cible a abouti dans tous les cas documentés à des taux que la théorie économique peine à étayer. S'agissant des TRI retenus dans le cadre du plan de relance autoroutier de 2015, ce même rapport précisait qu'en allant plus loin et en faisant l'hypothèse raisonnable que ces nouveaux projets sont intégralement financés par la dette et non par un nouvel apport de fonds propres, le coût des capitaux nécessaires aux nouveaux investissements est égal au coût net de la dette, soit 1,7%. La négociation entre l'État et les SCA a donc abouti à retenir un TRI cible plus proche du TRI global des concessions autour de 8%, que celui que dicterait la logique économique autour de 2%. Cette situation n'étant d'ailleurs pas nouvelle, puisque dans une communication de 2013, la Cour des comptes considérait déjà que les hypothèses économiques et les taux de rentabilité qui étaient pris en compte par l'État concédant au cours des négociations d'avenant étaient trop favorables au SCA. Le rapporteur regrette que le désarmement progressif de l'État ait pu contribuer à aggraver une situation qui fragilise la valorisation du patrimoine public et l'intérêt des usagers et des infrastructures autoroutières. En effet, il apparaît que la situation de déséquilibre résultant de la durée excessive des concessions et des avènements négociés de gré à gré a été accentuée par la disproportion des moyens humains et des compétences déployées par l'État d'un côté et les entreprises concessionnaires de l'autre. Trop souvent, les moyens limités des services de l'État dans les domaines juridiques et financiers ne leur ont pas permis de faire jeu égal avec les équipes de négociation des entreprises d'autoroutes composées de nombreux conseillers de très haut niveau. Au cours de son audition par le rapporteur, M. Bernard Roman, président de l'ART entre 2016 et 2022, leur a ainsi confirmé l'immense technicité des entreprises concessionnaires, supérieure en quantité comme en qualité, au service de la DGITM. En 2020, la commission d'enquête du Sénat avait aussi souligné la faiblesse des effectifs des services de l'État qui ont en charge les aspects juridiques et financiers des concessions d'autoroutes. Si le niveau de compétences des collaborateurs de la DGITM est incontestable, la commission d'enquête constate toutefois que ceux-ci sont peu nombreux. Le bureau de la DGITM, chargé de négocier les avenants et d'assurer le suivi juridique et financier des contrats de concession et des contrats de plan de compte ainsi qu'une dizaine d'agents. Elle précisait par ailleurs que les personnels des ministères économiques et financiers qui participent à la négociation des avenants n'interviennent qu'en tant que de besoin en plus de leur autre mission. Cette situation peut expliquer en partie
les raisons pour lesquelles les projets initiaux d'avenant et leur paramétrage économique n'aient pas été suffisamment protecteurs des intérêts de l'État concédant et des usagers. Ce phénomène a notamment pu être objectif de façon indépendante par les avis rendus depuis 2016 par les autorités de régulation. Cependant, pour le rapporteur, le fait même qu'il ait été indispensable de confier en lieu et place du concédant la régulation du secteur à l'ART en 2016 est caractéristique de ce phénomène regrettable de désarmement de l'État. Il conteste, il constate qu'il est sur ce point tout à fait symptomatique que ce soit en effet l'action de l'ART depuis 2016 qui est permis de corriger, à l'issue des négociations entre le concédant et les concessionnaires, la composition des avenants ainsi que leurs paramètres économiques manifestement trop favorables au SCA. Ces interventions du régulateur qui portent sur des enjeux financiers substantiels démontrent que les compétences juridiques et financières de l'État concédant ne sont pas suffisantes. Depuis 2016, l'action de l'ART a ainsi permis de réduire de 300 millions d'euros les hausses de péage prévues pour compenser les nouveaux investissements négociés par voie d'avenant, ceux-ci ayant été ramenés de 2 milliards d'euros à 1,7 milliard d'euros. Pour autant, elle souligne que l'État n'a pas suivi l'ensemble de ses recommandations en la matière et considère que ces avenants ont donné lieu à des augmentations de péages injustifiées à hauteur d'au moins 500 millions d'euros. Les avis de l'ART sont encore insuffisamment suivis et les hausses de péages ne sont pas toujours négociées au plus juste. Les hausses de péages initialement prévues, qui représentaient 2 milliards d'euros, ont été ramenées à 1,7 milliard d'euros après prise en compte d'une partie de recommandations de l'autorité. Mais sur ces 1,7 milliard d'euros de hausse de péage finalement actée, l'autorité estime que 5 millions d'euros restent injustifiés. En juin 2017, la RT a proposé dans ses avis d'amputer le plan d'investissement autoroutier négocié entre la DGITM et les SCA de pas moins de 23 opérations, représentant plus d'un tiers du coût total du programme. Elle a notamment considéré que certaines de ces opérations étaient déjà incluses dans les contrats et par voie de conséquence avaient déjà fait l'objet de compensations financières. D'autres opérations intégrées à tort dans le projet d'accord initial négocié par la DGITM relevaient d'obligations ordinaires des concessionnaires, consistant à maintenir le fonctionnement correct d'ouvrages existants et n'avaient pas à faire l'objet de compensations. La DGITM a alors souhaité passer outre les avis de l'ART et maintenir dans les avenants ces opérations qui auraient fait l'objet d'une double compensation financière. Le Conseil d'État a heureusement confirmé l'analyse de l'ART selon laquelle des opérations relevant d'obligations contractuelles antérieures ne pouvaient pas être incluses dans un avenant et faire l'objet d'une nouvelle compensation financière. L'avis conforme du Conseil d'État a contraint la DGITM à retirer les opérations concernées des avenants, permettant ainsi d'éviter des compensations indues de près de 80 millions d'euros. Les opérations écartées devaient être réalisées sans être à nouveau compensées. Comme précisé dans le développement supra, l'ART a aussi recommandé à la DGITM d'abaisser le TRI négocié avec les concessionnaires de 6% à 5% à l'issue d'une nouvelle négociation entre la DGITM et les SCA. Le TRI ne sera finalement abaissé qu'à hauteur de 5%, en prenant également l'exemple de l'avis de l'ART rendu en 2020 sur un avenant au contrat de la concession d'Atlan. La commission d'enquête sénatoriale soulignait que l'intervention de l'ART a permis de mettre en lumière des insuffisances dans le contrôle de l'État et d'inciter l'État concédant à se montrer plus vigilant dans les négociations avec les SCA. Le rapporteur
est interpellé par le décalage manifeste entre les enjeux économiques et financiers attachés aux concessions autoritaires et la quasi-absence de suivi dont fait l'objet l'exécution des hypothèses et paramètres économiques contenus dans les contrats et leurs avenants. Il apparaît en effet qu'aujourd'hui, au sein des services de l'État concédant, aucun suivi ex post de la réalisation effective des hypothèses prévues dans les plans d'affaires initiaux n'est réalisé. Le rapporteur ne s'explique pas cette lacune si flagrante dans la gouvernance du secteur autoroutier français. Vive la France, vive la République!